Donc le titre de ma conférence, La physique du futur lumineux, ça n'est plus très original, c'est le titre d'un livre. Et quand on m'a demandé il y a 2-3 mois de faire une conférence ici à Montauban, je ne savais pas quel titre donner parce que je ne peux pas prévoir d'avance, je suis incapable de ça. Et donc j'ai donné ce titre de mon livre. En réalité, la conférence que je vais faire ce soir, si je devais lui donner un titre, ce serait L'horloge des anges ici-bas. Alors si vous comprenez le titre, vous comprenez la conférence. Donc je vais essayer de bien expliquer ça. Déjà d'où ça m'est inspiré, ça m'est inspiré d'un anagramme qui est d'Étienne Klein, qui il y a une douzaine d'années a pondu un livre sur les anagrammes d'ailleurs, qui a fortement inspiré Alain Kohn, l'un des grands esprits de notre temps, médaille Fields, et qui travaille sur la gravité quantique avec Carlo Rovelli, un autre Français, enfin non, il n'est pas français, mais il travaille en France, spécialiste du temps. On a beaucoup de spécialistes du temps, physiciens, mathématiciens en France, et ça c'est quelque chose d'assez unique. Hein. Et l'horloge des anges ici-bas, pourquoi cette dénomination? Parce que c'est un anagramme exact de le boson scalaire de Higgs. Le boson scalaire de Higgs équivaut à horloge des anges ici-bas. Ça a fait grande impression à Alain Kohn lorsque Étienne Klein a sorti cet anagramme, et donc Alain Kohn l'a utilisé comme sous-titre de son livre Le théâtre quantique, publié il y a pas mal de temps déjà, un livre dans lequel il osait parler de la possibilité de modifier le passé, chose qui était quand même assez osée pour un mathématicien, on va dire mainstream. Et donc vous allez commencer à comprendre le sens de l'horloge des anges ici-bas grâce à cela. Je voudrais que vous compreniez bien le titre, parce que si vous comprenez bien le titre, vous comprenez la conférence, et après, si vous comprenez le sens de l'anagramme, alors là, vous comprenez même la totalité. S'il faut une horloge pour décrire un passé qui change, est-ce que vous croyez que c'est l'horloge habituelle? S'il faut un temps pour décrire le fait que le passé ait changé, vous comprenez bien qu'on ne peut pas utiliser le temps ordinaire. Puisque d'après le temps ordinaire, tout ce qui arrive et que le temps décompte au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On est bien d'accord. Et ça, c'est tellement inscrit dans notre éducation que c'est imprimé dans notre cerveau, et que ça crée des a priori qui sont finalement faux, puisque la physique nous apprend aujourd'hui qu'il faut remettre en question cette affaire-là. Mais on ne peut pas remettre en question cette affaire-là, on ne peut pas décrire une nouvelle physique qui serait la physique du futur lumineux, par exemple, si on n'introduit pas une nouvelle horloge dans laquelle se font les changements qu'on ne peut pas décrire avec le temps ordinaire. Et chose supplémentaire, donc dans l'horloge des anges ici-bas, donc ce second temps, cette horloge supplémentaire qu'on a besoin d'ajouter pour décrire le réel, là il est question de ici-bas. Ici-bas, ça veut dire qu'il y aurait un en haut. Et effectivement, la physique nous donne une idée de ce qui pourrait être la cause de ce qui a lieu ici-bas dans la réalité, mais qui n'est pas descriptible par le temps ordinaire. Et cette cause serait située dans le vide. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'anagramme l'horloge des anges ici-bas équivaut à le boson scalaire de Higgs, c'est que la découverte du boson scalaire de Higgs a mis en évidence l'influence du vide sur notre réalité.
l'influence du vide sur le réel, l'influence du vide ici-bas. On ne peut pas décrire l'influence du vide ici-bas si on n'utilise pas un nouveau temps dans lequel décrire cette influence-là. Ça commence à... Le boson scalaire de Higgs, c'est un boson qui est un boson scalaire. Boson, c'est une des deux formes de la matière telle qu'on la connaît, boson et fermion, mais je ne vais pas insister là-dessus, hein, on s'en fiche. Le boson scalaire de Higgs, cette découverte a mis en évidence le fait que la matière, la masse correspondant à la matière, il y a la matière d'un côté qui décrit la particule et ses propriétés, et il y a la masse de la particule qui ne serait pas intrinsèque, qui serait due au fait que le vide, enfin ce que contient le vide, bien sûr, résiste à créer une forme d'inertie. L'inventeur du boson de Higgs, enfin l'inventeur, le découvreur, l'un des trois scientifiques, grands scientifiques qui ont reçu le prix Nobel pour la découverte du boson de Higgs, j'insiste dessus, c'est quand même la plus grande découverte du XXIe siècle, enfin considérée comme telle, donc c'est important quand même de dire quelques mots là-dessus. Donc le boson de Higgs, l'existence, la vérification de l'existence du boson de Higgs, il y a 11 ans, je crois, ouais, en 2012, a démontré que la masse pouvait ne pas être une propriété intrinsèque des particules, des bosons, mais être due à, en quelque sorte, la résistance du vide. Et pour illustrer cela, l'inventeur lui-même, Higgs, monsieur Higgs, le professeur Higgs, propose la métaphore qui consiste à considérer que c'est comme un champ de neige. C'est-à-dire que le vide offrirait aux particules une résistance qui serait un peu comme de la neige. Vous imaginez un vide rempli de neige. Eh bien, lorsqu'une particule se déplace dans ce champ de neige, elle interagit avec les flocons de neige, et c'est cette interaction avec les flocons de neige qui créerait l'inertie, la résistance, et qui serait responsable de la masse des particules. D'accord ? Et donc, ce que nous a appris fondamentalement la découverte du boson de Higgs, c'est que le vide exerce une action sur le réel. Et ce qui n'est pas encore bien compris, à mon sens, c'est que cette action sur le réel, d'une manière générale, d'une manière plus générale, telle que je la décris dans la physique du futur lumineux, c'est une action hors du temps. Et c'est là que l'anagramme est très puissant. C'est Étienne Klein qui a trouvé cet anagramme il y a une douzaine d'années. Mais il est allé, bon, comme il écrivait un livre sur les anagrammes et qu'il voulait un peu épater tout le monde avec les anagrammes, et il avait bien raison de le faire, parce qu'il est tout à fait possible que les anagrammes aient un sens qui ne soit pas dû qu'au hasard. Étienne Klein pense que le sens des anagrammes est dû au hasard, même s'il accepte de s'en émerveiller, mais il considère que c'est dû au hasard. Et moi, je suis d'accord avec lui, c'est dû au hasard, mais c'est dû à un hasard qui n'existe pas. Et donc, c'est différent. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque part une cause transcendante ou une cause immanente qui fait qu'on peut s'émerveiller à juste titre devant ce genre devant cet anagramme-là en particulier. Et donc, la physique du futur lumineux, c'est une physique qui consiste à expliquer comment le vide agit sur le réel. Et donc, ça veut dire comment l'immatériel agit sur le réel, c'est-à-dire comment nous pouvons être sujets à des influences qui échappent aux lois de la physique et qui contribuent quand même à modifier le réel. Et donc, évidemment, c'est en lien avec le hasard, et pas n'importe quel hasard, c'est en lien avec le hasard quantique. Ce fameux hasard quantique qu'Einstein refusait d'accepter parce qu'il considérait que c'est un peu comme si Dieu jouait au dé.
Et donc on est en face effectivement de ce genre d'action transcendantale par le biais du hasard qui ressemble à un dieu qui joue au dé parce que les lois de la physique ne peuvent pas le décrire. Donc je reviens sur l'horloge des anges ici-bas. Ce titre de ma conférence résume à lui seul ma conférence parce qu'il détient, de par sa relation avec la boson de Higgs, la signification qu'il existe réellement une action du vide sur le réel, mais qui a lieu hors du temps. C'est-à-dire qui... Voilà, et donc je vais passer ma conférence à expliquer ce que ça veut dire que hors du temps. Alors, ça va jusque-là. J'ai voulu faire un effort de pédagogie en insistant sur juste le sens de cette petite expression. Qu'est-ce que c'est qu'une action hors du temps ? Alors imaginez que vous êtes dans un univers, et c'est le cas, et que d'un seul coup vous changez d'univers. On ne sait pas trop comment. C'est-à-dire, je fais référence à la théorie du multivers qui nous dit que nous pourrions avoir des myriades de doubles possibles de nous-mêmes conscients dans des univers parallèles et nous aurions d'autres vies que la nôtre, puisqu'il s'agit de décrire toutes les vies dans lesquelles on n'aurait pas fait les mêmes choix que ceux qu'on fait dans cette vie-là, qu'ils soient conditionnés ou pas. Ça s'appelle la théorie du multivers. Enfin, il y a plusieurs sortes de multivers, mais c'est celle-là qui nous intéresse. Et imaginez que dans ces autres univers du multivers, ils ne sont pas situés à des dizaines ou des centaines de milliards d'années d'ici, mais qu'ils sont tous superposés les uns aux autres, et que nous pourrions changer d'univers. Est-ce que ce serait détectable ? Non, parce que si vous changez d'univers, en même temps vous changez le passé, et donc vous changez les conditions par rapport auxquelles vous pourriez dire que vous avez changé d'univers. D'accord ? Je sais que ça peut paraître un peu casser la tête, mais si vous changez d'univers en gardant le même passé, vous pouvez peut-être remarquer que vous avez changé d'univers. Mais si en même temps vous changez les raisons pour lesquelles vous pourriez penser que vous avez changé d'univers, ben non, vous détectez rien du tout. Et donc, une action hors du temps, qu'est-ce que serait une action hors du temps ? Une action hors du temps serait justement de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la détecter. Une action hors du temps serait du style vous changez d'univers. Et donc à ce moment-là, il peut apparaître des choses qui ne peuvent pas être expliquées par la causalité, puisque elles ne peuvent être expliquées que par le fait que vous avez changé votre passé. C'est le sens des paroles de la raison pour laquelle notre fameux Alain Cohn a écrit ce livre, qui était quand même assez audacieux. Et donc voilà, cette idée que l'on peut changer d'univers, c'est l'idée que j'aimerais vous faire passer, sachant qu'il ne faut pas être choqué par rapport à ça, puisqu'on est uniquement sur des considérations purement mathématiques. Le fait de passer d'un univers où vous êtes une personne qui va faire telle chose à un univers où vous êtes une personne qui va faire telle autre chose ne doit pas a priori choquer. Simplement, ça n'est pas sous le couvert des lois physiques que ce changement aura lieu, c'est sous le couvert de l'horloge des anges ici-bas. C'est-à-dire que c'est dans un autre temps. Alors, je vais maintenant essayer de retomber sur mes pattes habituelles lorsque j'explique le temps et essayer de vous expliquer l'importance de cette notion transcendantale qui consiste à dire que finalement une information, parce que tout cela va dépendre d'une information, une information peut vous faire basculer, peut vous faire changer d'univers. Une information peut jouer le rôle du petit ange qui va modifier votre trajectoire de vie pour vous faire passer sur une autre trajectoire de vie. Je vais essayer de bien expliquer ça. Alors pour ça, il faut d'abord rappeler le fait qu'en physique, on dit que le temps n'existe pas, et ce que veut dire le temps n'existe pas, ça veut dire que le temps
n'est pas le créateur de notre futur à vivre. C'est-à-dire que ce qui nous arrive maintenant, là, en ce moment, n'est pas en train de produire notre futur. D'accord ? Mon futur proche n'est pas la conséquence, n'est pas causé par des lois physiques qui seraient en train de créer le futur au moment où on y est. Tout se passe comme si notre futur existait déjà et que nous serions dans un voyage d'exploration et en train de visiter notre futur. Le mieux, c'est de penser que notre futur est comme un territoire de possibilités et que nous avançons dans ce territoire de la même façon qu'un randonneur avancerait dans sa randonnée, avec la possibilité de ne pas d'ailleurs suivre la trajectoire de son GPS pour, au dernier moment, si la météo n'est pas bonne, ou pour un tas d'autres raisons, suivre une autre trajectoire. Ce qui veut dire qu'on peut on peut trouver une bonne façon de conceptualiser notre futur, de conceptualiser le fait que notre futur existe déjà, avec la métaphore du GPS. Et je pense qu'elle est très juste. La métaphore de GPS, c'est-à-dire notre futur existe déjà sous la forme d'un multivers de possibilités. D'accord ? Imaginez un arbre de possibilités, imaginez un territoire devant lequel il y a un tas de bifurcations qui peuvent vous permettre de vivre des choses totalement différentes. Le fait de dire que notre futur est déjà réalisé revient à dire qu'il existe un tracé, comme un tracé GPS qui vient expliciter exactement ce que nous allons vivre dans le futur si rien ne change. Et en général, rien ne change, parce que pour que votre trajectoire change, vous imaginez bien que ça peut faire changer la trajectoire d'autres personnes et que ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Hein. Il faut que les possibilités de changement se coordonnent toutes entre elles de manière à ce qu'elles soient possibles. C'est-à-dire que nous vivons dans une réalité qui est construite collectivement, à l'intérieur de laquelle, si quelqu'un veut exercer son libre arbitre, eh bien, ça veut dire qu'il va avoir une influence sur les trajectoires d'autres personnes. Donc ce n'est pas aussi simple, mais en tout cas, c'est de cette manière que la physique nous invite à considérer le futur pour deux raisons. La première raison est que la théorie de la relativité, à travers tous les paradoxes temporels que je ne vais pas expliciter ce soir, hein, le paradoxe de Langevin, le voyageur de Langevin, mais aussi la possibilité de l'existence des trous de verre, aussi l'existence des trous noirs. Récemment, des publications, des découvertes ont eu lieu qui montrent que lorsqu'on pénètre à l'intérieur d'un trou noir, on peut se retrouver instantanément dans le futur. Voilà, enfin, donc... il faut s'habituer à l'idée, et ça c'est quelque chose, une chose à laquelle même la science-fiction s'est habituée. Vous avez énormément de films de science-fiction, y compris et notamment sur Netflix. C'est pas pour rien que vous avez tous ces films de science-fiction où on nous parle de voyage dans le passé, de voyage dans le futur, de la possibilité éventuellement de changer quelque chose dans le passé pour changer quelque chose dans le futur, et ce n'est pas aussi simple, mais bon, tout cela doit être considéré très sérieusement parce que c'est la physique qui nous invite à le faire. Hein. Donc, et moi j'ai voulu simplement, alors si vous voulez, essayer de résoudre les paradoxes que ça pose. Hein, comme paradoxe que ça pose, le premier paradoxe le plus connu, c'est le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire que si jamais je voyage dans mon passé et que je tue mon grand-père, je ne devrais pas exister. D'accord ? Bon, ben, la réponse à ce paradoxe, il y en a de multiples, et il y a même des physiciens qui travaillent sur ce qu'on appelle la gravité quantique, c'est-à-dire la structure intime de l'espace-temps, et qui ont trouvé le moyen de résoudre ce paradoxe en disant que finalement, je n'arriverai jamais, si je voyage dans le futur, à trouver la ligne temporelle qu'il faut pour tuer mon grand-père. J'arriverai à faire un tas de trucs, mais au dernier moment, je n'arriverai jamais à tuer mon grand-père parce que je suis sur une ligne temporelle où il est vivant. Enfin, et ça, c'est aussi un peu
Ma position, la position que j'ai adoptée dès mon premier livre, La route du temps, pour expliquer que tout simplement le futur exerce une action sur le présent et donc le présent exerce une action sur le passé qui fait que les paradoxes temporels ne peuvent pas exister. Donc si vous voyagez dans le passé, et d'ailleurs il n'y a pas besoin de voyager dans le passé pour modifier son passé, à partir du moment où on considère que tout notre univers n'est que conscience. Mais bon, ça c'est juste une parenthèse et je reviens sur mon explication. Donc mon explication de l'influence du vide sur le réel, du fait qu'il existe une horloge des anges ici-bas, repose sur la possibilité de changer d'univers, la possibilité de changer de ligne temporelle. C'est-à-dire, si à un moment donné, mon futur est de réaliser telle chose, bon, j'avance un peu dans le temps, et puis il y a une bifurcation, et là, je ne vais finalement pas choisir la direction qui va me permettre de réaliser telle chose, je vais, pour une raison X, qu'on verra plus tard, faire autre chose, un peu comme si vous ne suiviez pas la trajectoire du GPS, et dans ce cas-là, le GPS recalcule. Donc l'univers n'a pas de problème a priori si l'on utilise la trajectoire du GPS pour recalculer votre trajectoire. Et donc tout devrait aller très bien. Et donc la question qui se pose, mais pourquoi les physiciens ne nous le disent pas? Pourquoi la physique pourquoi les grands physiciens, les physiciens du temps ne disent pas que ça devrait fonctionner de cette manière. On peut résoudre le problème on peut rendre compatible le libre arbitre, notre libre arbitre, avec le fait que le futur est déjà réalisé, si on dit simplement que le futur peut changer et que, en particulier, il peut changer parce que, à un moment donné dans la vie, on peut faire des choix qui ne correspondent pas à ce que l'univers a prévu pour nous et que l'univers est capable de recalculer. Et la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est que ça n'avait jamais été démontré. Ça paraît complètement, pour les physiciens, pour beaucoup de physiciens, ça paraît même complètement délirant. Parce que, dans le point de vue d'un physicien standard qui a fait ses études à une époque, à l'époque où, mettons il y a 40 ans comme moi, on ne peut pas imaginer le fait de changer quelque chose dans notre réalité localement, ce que ça bouleverse totalement l'ensemble du futur. On ne peut pas imaginer que si on change, pour un physicien et pour un mathématicien aussi, on ne peut pas imaginer de changer localement dans le temps les événements sans que ça bouleverse tout le futur. Si on veut l'imaginer, il faut expliquer pourquoi. Comment c'est possible que ça ne bouleverse pas tout le futur, et donc il faut le démontrer. Et j'ai passé presque 10 ans de ma carrière à essayer de le démontrer. J'ai passé, on va dire, 7-8 ans de ma carrière à essayer de démontrer que l'on peut modifier localement l'espace-temps sans changer le futur, en particulier, sans que ça bouleverse la structure de l'univers. Et je l'ai fait en utilisant un modèle réduit de l'espace-temps qui est un billard. J'ai fait des calculs numériques, des calculs virtuels. J'ai fait des calculs de dizaines de milliards de trajectoires de boules. Il a fallu que je mette toutes mes ressources, notamment d'ingénieurs en intelligence artificielle qui avaient développé des algorithmes extrêmement rapides pour résoudre tout un tas de problèmes. Il a fallu que j'utilise toutes mes ressources pour arriver à faire ces calculs-là. Et à quoi ça sert de faire autant de calculs? Eh bien, c'est pour arriver à quantifier ce qu'on appelle le multivers du billard, ce que j'ai appelé le multivers du billard. Alors pourquoi le billard nous proposerait un multivers de possibilités de trajectoires de boules? Eh bien, tout simplement à cause d'un principe d'indétermination en physique qui s'appelle le principe d'indétermination d'Heisenberg. C'est-à-dire et qui est un principe fondamental
qui a pour conséquence la structure du vide, qui a pour conséquence tout un tas de choses, et notamment le fait que notre espace-temps a une quantité d'informations limitée et a une structure extrêmement fluctuante ou vibrante à son échelle intime. Je signale au passage que je ne suis pas le père du tout de cette théorie qui, d'ailleurs, assimile cette structure fluctuante de l'espace-temps à la conscience. Il s'agit de Roger Penrose, qui, aujourd'hui, a été nobelisé pour ses travaux sur les trous noirs. Roger Penrose est aussi le père de la théorie de la conscience quantique, qui assimile l'information de la conscience, en tout cas le fait d'être conscient, ça c'est autre chose, mais l'information de la conscience à la structure intime de l'espace-temps, entre autres. Alors, je reviens à ce que je disais, mon billard. Pourquoi est-ce qu'il existe un multivers dans le billard? Parce que le fait que à son échelle intime, l'espace-temps est une structure fluctuante, a pour conséquence une limitation de la quantité d'information, ou à moins qu'on dise que c'est le contraire, la limitation de la quantité d'information a cet effet-là, mais ça revient au même. Et du coup, on ne peut pas aller jusqu'à l'infini dans la précision des boules de billard. Donc, on peut descendre jusqu'à une précision qui est de l'ordre de la longueur de Planck et même probablement au-dessus, mais on ne peut pas aller à l'infini. Par contre, on peut espérer que, à force d'augmenter la précision sur la position initiale des boules, on peut espérer que le multivers finit par disparaître ou devenir négligeable et le déterminisme être restauré. Et en fait, on s'aperçoit exactement du contraire, c'est-à-dire que le fait d'augmenter la précision sur la position ou la vitesse de boule de billard ne change rien, absolument rien, au fait qu'il apparaît un multivers au bout d'un temps extrêmement faible, d'ailleurs, en plus, mais je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Et au bout de ce temps, il apparaît une explosion de trajectoires complètement différentes. C'est-à-dire que la physique et les mathématiques ont comme principe, pour légitimer les lois physiques, le déterminisme. Et ce déterminisme n'est valable que pendant un certain temps, au-delà duquel il apparaît une augmentation impressionnante du nombre de trajectoires possibles qui n'est même pas exponentielle, elle est explosive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été négligé dans l'évolution, dans les progrès de la physique, parce que tant qu'on n'était pas capable de faire des calculs sur ordinateur aussi poussés, on s'imaginait que, oui, il y a peut-être un problème au bout d'un certain temps, mais ça a toujours été minimisé. Et les mathématiques n'ont jamais su explorer ce problème vraiment. Et les physiciens, pour explorer ce problème, il fallait faire des calculs épouvantables que je me suis tapé. Je me suis tapé ces calculs-là, ça m'a demandé de gros efforts, et j'ai sorti des belles publications dans de belles revues qui légitiment mon discours de ce soir. Voilà. Et mon discours de ce soir, il consiste à dire que la mécanique ne détermine pas le cours des événements, sauf pendant un certain temps. Un certain temps, alors il faut que je vous donne un ordre de grandeur. Pour des planètes, ça peut être des centaines de milliers ou des millions d'années, pendant lesquelles les trajectoires des planètes sont déterministes, ce qui donne l'impression que tout est déterministe. Mais pour un système vivant, ça peut être de l'ordre de quelques secondes. C'est-à-dire que si j'extrapole les résultats de mes calculs à tout l'univers, et j'ai le droit parce que c'est basé uniquement sur le fait qu'il y a des interactions. Moi, je me suis contenté d'étudier ce qui se passe pendant les interactions entre particules ou entre boules, mais ça peut être entre molécules, ça peut être entre molécules d'air, ça peut être entre molécules d'eau, ça peut être entre molécules dans un organisme, etc. Plus c'est complexe, plus il y a d'interactions, et plus le temps au bout duquel le déterminisme s'arrête et devient extrêmement court.
Et ceci est méconnu. Ceci est méconnu parce que, je vous le répète, il fallait faire des calculs épouvantables pour s'en rendre compte. J'ai moi-même, avant de faire ces calculs, j'avais senti qu'il fallait que je les fasse, mais j'avais aucune idée du résultat que j'allais trouver. Et j'ai été épaté, enfin j'ai même été bouleversé par le fait que ces résultats dépassaient largement mes espérances. Et donc je me suis rendu compte que ce que j'avais anticipé dans mes livres, d'ailleurs, a été confirmé, c'est-à-dire la mécanique n'est pas déterministe, sauf pendant un certain temps. Mais le problème est que le futur est quand même déjà réalisé. Le futur est quand même déjà réalisé. Au-delà de ce temps-là, d'accord ? Parce que l'espace-temps, c'est un tout qui est cohérent, et que si un voyageur de Langevin qui n'a pas de problème pour supporter la gravité peut arriver à se retrouver dans un futur, dans 1000 ans, en quelques secondes, en théorie, s'il avait les moyens technologiques adéquats. Parce qu'il existe des concepts qui nous permettent d'envisager des voyages dans le passé. Et puis si on disait que, ok, le futur existe déjà, mais seulement pendant un certain temps, et après il n'existe pas, il faudrait expliquer, mais comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible que le futur n'existe que pendant un certain temps, et puis après il n'y a rien ? Là, il y a quelque chose qui est très difficile à appréhender pour quelqu'un qui fait des calculs comme moi, parce que je ne vois pas comment l'univers ferait pour calculer son futur non encore déterminé, en fonction de quelles lois il les ferait. Ces lois, a priori, elles n'existent pas. Alors que si je connais le futur, je peux changer le futur. Moi qui suis un ingénieur qui sait faire des calculs numériques, on me dit quel est le futur collectif. Bon, imaginons qu'il soit très simple. Si je connais le futur, je peux le changer. Mais si je ne connais pas le futur, il n'y existe absolument rien qui me permette de savoir comment l'univers ferait pour continuer de se déployer dans le futur. Bon. Et donc, cette réflexion m'a obligé à envisager autre chose que l'action de la causalité sur le réel, et donc, comme je vous le disais, l'action du vide sur le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, au-delà de la causalité, lorsque les événements du futur ne sont plus déterminés par la causalité, ils sont déterminés par autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose ? C'est le vide. Alors, mais je ne suis pas capable de simuler dans des calculs numériques l'action de la neige associée au boson de Higgs sur la réalité. Je ne suis pas capable de faire ça. Mais je suis capable de comprendre que l'information que l'on n'a pas pour poursuivre les calculs, elle se trouve quand même dans le vide. Parce que dans ce 21e siècle, on a fait une seconde découverte tout aussi impressionnante. On n'a pas seulement découvert le boson de Higgs, on a aussi découvert la réalité des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes de l'espace. Des ondes de l'espace vide. Il n'y a absolument rien de matériel associé aux ondes gravitationnelles. Bien que d'habitude, qui dit onde de matière, là, en l'occurrence, s'agissant de la théorie de la relativité, on parle d'ondes de l'espace. Vous avez entendu dire que la gravitation, la force qui nous attire vers le bas, c'est quelque chose qui est dû à la courbure de l'espace. La gravité est associée à la courbure de l'espace, d'accord ? Eh bien, si l'espace peut se courber, Einstein a remarqué, s'il peut se courber, il peut aussi vibrer. Et c'est quelque chose qui se produit, par exemple, lors de la collision de trous noirs. Et c'est à cause de la collision de trous noirs qu'on a pu vérifier l'existence des ondes gravitationnelles. Et donc maintenant, ça vous fait deux raisons de considérer que le vide est quelque chose de substantiel. Le vide est quelque chose de substantiel parce qu'il contient quelque chose qui ressemble à de la neige, que l'on métaphorise par de la neige, qui correspond en réalité à ce qu'on appelle
des particules virtuelles qui apparaissent et qui disparaissent instantanément, mais que l'on peut interpréter autrement. On peut aussi interpréter ces particules virtuelles, et c'est ce que je fais dans mon livre « La physique du futur lumineux », comme de l'information qui circule hors du temps, des vibrations hors du temps. Alors là, qu'est-ce qui me fait penser ça? Ce qui me fait penser ça, c'est que la théorie de l'espace-temps que je vous propose en vous disant que notre futur ressemble à un territoire de possibilités et qu'un tracé GPS indique à tout moment où est-ce que nous allons, point que nous pouvons même aller visiter ce futur-là, eh bien, donc, alors qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Oui, cette théorie, elle permet de comprendre les ondes gravitationnelles uniquement comme un espace-temps qui serait gelé. Parce que si vous considérez l'effet d'une onde gravitationnelle qui se propage dans le temps, et que vous considérez l'espace-temps de l'extérieur, vous ne voyez rien bouger. D'accord? Or, si notre espace-temps peut bouger, il ne peut bouger qu'en vertu d'autres types d'ondes que les ondes gravitationnelles, et effectivement, il peut bouger en vertu d'ondes hors du temps. C'est-à-dire que si on considère l'évolution de notre espace-temps hors du temps, la possibilité de changer d'univers, la possibilité de changer de ligne temporelle, on peut arriver à visualiser ces changements avec différentes métaphores. Il y a celle du GPS, donc vous voyez la trajectoire du GPS en train de changer, par exemple, mais vous pouvez imaginer un tunnel invisible qui oriente nos pas tout le reste de notre vie et dire que ce tunnel, il est plongé à l'intérieur d'un océan d'énergie ou qu'il flotte à la surface d'un océan d'énergie, et vous comprenez que si cet océan d'énergie bouge, eh bien ça va modifier la trajectoire du tunnel. Donc il n'y a pas de souci pour associer ce qu'on peut appeler les fluctuations du vide ou les vibrations du vide à la possibilité que nos lignes temporelles puissent changer. Mais si on pensait qu'il n'existait qu'un seul type d'onde, qu'une seule manière pour l'espace-temps de vibrer, ça ne marcherait pas. Or, les ingénieurs qui ont étudié la physique des vibrations, comme moi, savent que lorsqu'on est en face d'un milieu, il n'y a pas qu'un seul type d'onde qui peut faire vibrer ce milieu. Notre Terre, notre planète vibre. Il y a des tremblements de terre. Ces tremblements de terre provoquent des vibrations. Ces vibrations, il y en a différents types qui se propagent à différentes vitesses. Et en ce qui concerne notre espace-temps, s'il est immergé à l'intérieur d'un vide en vibration, on peut très bien supposer qu'il existerait d'autres types de vibrations que les ondes gravitationnelles. Mais, jusqu'à aujourd'hui, la physique nous interdit de le supposer, et vous savez pourquoi? Parce que la physique est une physique du temps. La physique est une physique d'un seul temps. Parce que nous n'avons pas autre chose que le temps ordinaire nous n'avons pas trouvé d'autres équations pour décrire l'évolution de l'univers que celles qui fonctionnent dans le temps, et donc nous ne savons pas décrire l'évolution de l'univers hors du temps. Maintenant, supposez qu'il existe une horloge des anges ici-bas. Si vous supposez qu'il existe un autre temps, et il est légitime de considérer qu'il existe un autre temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin d'un autre temps pour décrire comment le passé peut changer, comment vous pouvez changer de ligne de temps, etc. Comment la trajectoire de votre GPS peut bouger, comment le tunnel invisible qui oriente nos pas peut lui-même dériver à la surface d'un océan. On n'a pas encore ce temps-là. On comprend qu'il existe. Des gens comme Alain Cohn en ont l'intuition. Carlo Rovelli, l'un des plus grands scientifiques reconnus dans le domaine de la fameuse gravité quantique, qui décrit justement cet océan du vide,
lui-même il ose dire qu'on a besoin d'un autre temps. Dans l'ordre du temps, l'un de ses derniers livres, il explique qu'il doit y avoir plusieurs ordres du temps. D'accord ? Et donc moi, ce que je suis en train d'essayer d'introduire et de vous expliquer, je suis en train d'essayer de vulgariser quelque chose qui échappe, je vous signale quand même au passage, à la très grande majorité des physiciens. Donc ne vous étonnez pas que ce soit un concept qui n'est pas forcément facile à appréhender. Donc c'est ce concept d'horloge des anges ici-bas, c'est-à-dire ce concept de temps supplémentaire, auquel j'ai donné un nom, je l'ai appelé le temps cybernétique, est un concept absolument essentiel pour comprendre la spiritualité. Voilà, j'en suis à combien là ? Ça marche, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais essayer de vous expliquer de quelle nature peuvent être les vibrations. En fait, là, cette fameuse neige qui permet de changer nos trajectoires hors du temps. D'accord ? On va essayer de comprendre ça. Alors, pour arriver à comprendre ça, il faut remettre en question la nature de l'espace, la nature du temps aussi. La nature du temps, c'est déjà fait. La nature de l'espace. En physique, vous avez... en physique, en fait, les physiciens, pendant ces dernières décennies, ont passé leur temps à détruire l'espace. Parce que l'espace, il est courbé par la gravité, il est troué dans les trous noirs, il est en vibration, il est pixelisé, c'est-à-dire il a une structure intime qui empêche l'existence de l'espace en dessous de la longueur de Planck, qui est très petite, 10 puissance moins 35 mètres. Et par-dessus le marché, il est non local. C'est-à-dire qu'il ne reste plus aucune propriété à l'espace qui permette de dire que c'est de l'espace. Alors je vais vous proposer un truc pour expliquer ça à vos voisins, enfin, quand vous allez sortir de la conférence et que vous allez vouloir expliquer quelque chose à vos amis. Montrer que vous avez compris quelque chose. Alors je vais essayer de vous laisser en ayant compris quelque chose. Je vous propose de faire une sorte de petite plaisanterie à vos amis en leur disant, bon voilà, tu es d'accord que il existe de la matière, des objets, d'accord, dans notre réalité. Tu es d'accord qu'il existe un espace dans lequel se trouve cette matière et ces objets. Bon, il va vous dire oui, etc. Et vous lui dites, tu es d'accord qu'il existe maintenant notre conscience de ces objets dans un espace. D'accord ? Il va vous dire oui. Et après, vous lui dites, tu crois pas que ça fait un peu trop ? Tu crois pas que ça fait un peu trop ? Et en fait, ça fait trop. Parce que là, il y a un truc en trop. Parce qu'il suffit qu'il y ait l'existence des objets, de leurs interactions, etc., et l'existence de votre conscience de ces objets, et ça reconstruit un espace. D'accord ? Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas une... c'est profond, c'est pas une plaisanterie, c'est la manière dont la physique évolue aujourd'hui. C'est Carlo Rovelli, je le cite à nouveau, l'un des pères de la gravité quantique à boucle, qui nous explique que la matière ne devrait pas exister, elle non plus. L'espace ne devrait pas exister, lui non plus. Dans son dernier livre, même dans ses derniers livres, il nous explique il n'existe que des relations entre les objets. On n'a pas besoin de l'espace. Et d'ailleurs, c'était un problème qu'avait l'autre théorie de l'espace-temps qu'on appelle la théorie des cordes. La théorie des cordes qui a toujours mal été dirigée par les physiciens parce qu'elle rajoutait 6 dimensions à l'espace. Il n'y a pas de dimension à rajouter à l'espace puisque l'espace n'existe pas.
Mais la théorie des cordes, c'est une théorie mathématique qui avait besoin d'un contenant et d'un contenu. On reproche aujourd'hui à la théorie des cordes son contenant qui impose 6 dimensions spatiales supplémentaires. Alors que si vous dites que ce contenant n'existe pas et que c'est simplement le résultat du contenu, eh bien, les 6 dimensions supplémentaires, vous les attribuez tout simplement, vous les considérez comme des dimensions vibratoires liées aux relations entre les objets. C'est-à-dire que l'espace n'existe pas, mais les relations entre les objets existent et il n'y a absolument aucune raison que la précision de la distance ou de l'angle qui sépare 2 objets soit infinie. Si d'ailleurs il y a des consciences pour observer cela, une conscience ne peut pas observer les choses à l'infini. Et donc vous comprenez naturellement pourquoi maintenant il existe ce fameux principe d'incertitude d'Heisenberg, principe d'indétermination qui vient limiter la précision des objets. C'est tout simplement parce que l'espace n'existe pas. Donc principe d'indétermination qui tente à nous montrer que l'espace n'existe pas. Les 5 bugs, espace troué, pixelisé en vibration, non local et j'en passe, qui viennent nous montrer que l'espace n'existe pas. Et il y a encore un autre truc, c'est le modèle holographique de l'univers, qui contient en son sein d'ailleurs la théorie des cordes, qui vient nous montrer que là aussi, on n'a pas besoin de l'espace, puisque l'espace est reconstruit à partir d'un univers d'information qui n'a pas les mêmes dimensions que les dimensions qui nous apparaissent. Et tout cela a pour conséquence le fait que nous devons rapporter l'espace à la conscience. Il n'existe pas d'autre espace que notre conscience de cet espace. Il n'existe pas d'autre espace que notre conscience de cet espace, et que cette conscience soit individuelle ou collective, ça ne change en rien. Vous pouvez par exemple prendre l'exemple des joueurs de jeux vidéo. Ils peuvent être toute une communauté, ils sont parfaitement capables de se créer un espace commun sans que cet espace ait besoin d'exister. Vous faites référence aux lunettes de réalité augmentée, vous faites référence aussi au film Matrix, et vous vous rendez compte que le réel n'a pas besoin d'être réel pour exister tel qu'il nous apparaît. Et donc ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que les fameuses vibration du vide ou information du vide, et donc liée à l'espace, puisque le vide et l'espace c'est un peu la même chose, sont des termes différents pour expliquer la même chose dans des contextes différents, eh bien il faut les rapporter à la conscience. Et ce que j'ai fait dans mes travaux sur le billard, entre autres, alors ça c'est cette fois-ci dans des expériences de pensée, c'est de montrer que les trajectoires de boules, au-delà d'un certain temps où la mécanique n'a plus cours, où les équations ne permettent plus d'aller au-delà, eh bien, on peut remplacer l'absence de précision sur les objets tout simplement par des vibrations de l'espace. C'est-à-dire que l'information qui n'est pas contenue dans les interrelations entre les boules, les objets, etc., elle est contenue tout simplement dans les vibrations de l'espace. Et donc, et ça je suis sûr de moi, hein, bon, je fais pas, ça va être difficile, un petit peu difficile de vous démontrer ça, mais je vais juste dire un truc. Imaginez que ces vibrations, je simplifie au maximum, aient une certaine fréquence, et que donc je fais une simulation de billard où je fais vibrer l'espace de mon billard, bien entendu c'est dans l'infiniment petit, hein, à une certaine fréquence, j'obtiens une certaine trajectoire de boule, et je change la fréquence, j'obtiens une autre trajectoire de boule. Et donc, si vous voulez, je peux reconstruire l'ensemble du multivers de possibilités de vie ou de mon billard en changeant simplement les fréquences de vibration de la structure vibratoire qui détermine le futur. C'est-à-dire qu'en conclusion, c'est la structure vibratoire liée à notre conscience qui détermine notre futur. En conclusion, c'est bel et bien nos pensées et nos émotions, puisque nos pensées et nos émotions peuvent être modélisées par une structure vibratoire qui détermine notre futur à long terme, au-delà de l'horizon de la causalité. Et cela explique
tous les phénomènes inexpliqués. Cela explique, et je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, c'est dans le livre, cela explique pourquoi la conscience est finalement un système de navigation. Parce que la structure vibratoire de la conscience joue réellement le rôle d'un système d'adressage de la destination. La conscience joue le rôle de système de navigation qui adresse à distance dans le temps tous les choix que vous allez faire dans le futur. C'est comme ça que se construit votre futur. Votre futur se construit par votre vibration. Et si votre futur peut changer, c'est parce que au moment où vous arrivez dans ce futur que vous avez construit par votre vibration, vous pouvez ne pas avoir la même. Et à ce moment-là, vous n'allez pas faire le choix qui est prévu d'avance par l'univers. D'accord ? C'est-à-dire que l'univers nous réserve une possibilité d'évolution, ce qui est quand même sympa. Donc, et alors, le fait de comprendre ça permet de comprendre, et je ne vais pas vous détailler pour ça, tout ça, les expériences de mort imminente, le système de navigation, de sortie de corps, les perceptions extrasensorielles, la vision du futur. Là, cette fois-ci, c'est l'information de la destination qui vient vers nous au lieu que notre conscience aille vers, mais c'est du même acabit. Et les synchronicités, pourquoi les synchronicités? Donc ça, vous connaissez peut-être déjà parce que j'en ai beaucoup parlé. Donc vous créez votre futur par votre vibration. Vous avez pris soin au passage d'abord de capter la vibration de votre soi, c'est-à-dire de votre être authentique. Et donc ça vous permet d'adresser le futur correspondant. Vous maintenez la foi en ce futur, ce qui vous permet de maintenir la structure vibratoire. À ce moment-là, ce futur prend de l'énergie, c'est-à-dire il augmente sa probabilité, ce qui augmente la probabilité des hasards qui vous permettent, aux bifurcations, de faire les choix qui vous emmènent à destination. Et tout ça peut être décrit mathématiquement. C'est juste une question de probabilité. Et ça permet de comprendre au passage le système de navigation des ovnis aussi. Ça permet de comprendre tout un tas de choses. Et donc en conclusion, et qui est la conclusion que j'ai donnée dans le grand virage, et Lucie va resituer tout cela dans un cadre beaucoup plus géopolitique, on va dire, ou qui est beaucoup le cadre de la psychologie, mais aussi le cadre de ce qui se passe actuel dans le monde, parce que ce qui se passe actuel dans le monde, c'est quelque chose qui a un impact considérable sur notre structure vibratoire. Ce qui se passe actuel dans le monde, c'est quelque chose qui est susceptible de nous faire peur, mais c'est aussi quelque chose qui est susceptible de nous éveiller. Et donc, en fait, il y a les deux. Et donc, ça a un impact considérable sur notre futur, parce que si nous avons peur, par exemple, ça pourrait nous emmener vers le transhumanisme. Alors que si nous nous éveillons, ça pourrait nous emmener, au contraire, vers un futur lumineux qui viendrait notamment du fait que la science s'emparerait de tous ces phénomènes étranges, et d'ailleurs elle a commencé à s'en emparer, et qui pourrait venir du fait que dans un futur que dans mon livre j'ai chiffré à 2034 ou 2036, je ne sais plus, un jeune physicien découvre, introduit l'horloge des anges ici-bas, introduit le second temps dont a besoin la physique, et arrive à décrire les nouvelles équations qui, dans ce second temps, permettent de décrire l'action intemporelle, l'action hors du temps, du vide sur le réel. Et voilà comment je conçois donc le futur de l'humanité, qui est absolument prodigieux, qui est absolument fantastique. Et moi, je suis convaincu de ça. Et nous allons vivre des années absolument fantastiques à partir d'aujourd'hui, et je connais votre argument, je sais, oui, mais non, ça se saurait, enfin bon, non. Il va passer des choses qui vont permettre de comprendre, bon, s'il n'y a que 10% d'éveillés, pourquoi 10% de personnes vivront un futur qui est à la hauteur de leur vibration et pas les autres, c'est tout. Mais ça, nous n'avons pas à essayer de
Je veux dire, on ne va pas tous avoir le même futur. Vous connaissez les inégalités en ce bas monde. Donc vous savez très bien que tout le monde ne vit pas la même chose. Il se passe des horreurs au Proche-Orient et nous pouvons avoir encore une bonne vie ici. Donc vous voyez bien que nous ne sommes pas tous en train de vivre le même futur. Et ma conclusion, c'est que bien que notre futur collectif soit unique et impossible à prévoir, bien que notre futur collectif soit le même pour tous, il existe une variété considérable de possibilités dans le futur pour chacun d'entre nous de vivre quelque chose qui correspond à notre meilleur futur, à la meilleure réalisation possible, sans que nous soyons impactés par un contexte mondial qui pourrait être à l'inverse de cela. Voilà, je vous remercie.